Bonjour tout le monde. Mon nom est Alain Desbiens. Je suis vice-président des fonds négociés en bourse BMO. Aujourd'hui, on va parler d'investissement en fonds négociés en bourse. Les FNB sont souvent reconnus pour leur simplicité, leur faible coût et leur capacité à offrir une diversification efficace. Et avec raison. Toutefois, même les meilleurs outils peuvent être mal utilisés. Nous souhaitons donc aujourd'hui explorer les erreurs les plus fréquentes que commettent les investisseurs lorsqu'ils utilisent les fonds négociés en bourse et l'incidence que ces erreurs peuvent avoir sur leurs résultats à long terme. Avant de commencer, un rappel important. Nous ne fournissons ni conseils ni recommandations en matière de placement. Notre objectif, c'est simplement de partager certaines observations afin de favoriser l'éducation financière et d'aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Erika Toth. Erika est directrice générale et chef du groupe de consultation de portefeuille chez BMO Gestion mondiale d'actifs. Erika, toi et moi, on travaille ensemble depuis près de 15 ans maintenant. Et on a vu et vécu bien des choses depuis le début, évidemment, du secteur des fonds négociés en bourse. D'après toi, quelles sont les erreurs les plus courantes commises par les investisseurs? Bien, premièrement, Alain, puis merci aussi pour la discussion. Puis je suis comme un peu sous choc que ça fait presque 15 ans qu'on travaille ensemble. C'est depuis qu'on était à l'école maternelle qu'on a commencé à la BMO. Secondaire, mettons, on va dire secondaire. Secondaire. Alain, je pense que une des grosses erreurs que les investisseurs commettent, c'est que ils envisagent d'utiliser ou d'acheter des FNB qui étaient parmi les meilleurs performants l'année dernière. Donc, c'est pas toujours le cas qu'il le sera encore cette année. Les investisseurs ont souvent la tendance d'investir dans ce qui a déjà fortement progressé pour finalement l'acheter près d'un sommet du marché. Donc, d'après moi, la solution, c'est de vous concentrer sur votre plan d'investissement à long terme et non seulement sur les gagnants de l'année passée. Je pense que c'est important de se rappeler de l'importance de la diversification. J'ai une graphique ici que j'aime beaucoup, que j'ai mis sur l'écran. Les données ici nous rappellent que oui, c'est les actions américaines qui ont été les plus performantes sur la dernière décennie, évidemment. Mais si on pense à la décennie d'avant, en fait, c'était les actions des marchés émergentes. Et si on remonte un petit peu plus, encore quelques années, les actions américaines ont connu une décennie perdue. Donc, on a des fois la tendance à oublier ces faits-là. Puis, c'est très, très important de se garder diversifié, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et une façon très prudente, d'après moi, de bâtir une portefeuille bien diversifiée tout en même en conservant la flexibilité nécessaire pour tirer parti d'occasions de placement attrayantes, c'est d'utiliser une approche cœur et satellite. Donc, Alain, cette stratégie, c'est de combiner une portefeuille de base largement diversifiée avec des positions satellites plus petites qui sont des positions plus ciblées, permettant ainsi de rechercher des rendements additionnels ou d'exprimer certaines convictions de marché de manière tactique. Alain, pour donner quelques exemples, de placements diversifiés à faible coût qui peuvent composer le cœur du portefeuille. Je pense à des FNB indiciels ou des FNB d'allocation d'actifs, aussi des FNB de gestion active de qualité ou des stratégies factorielles. Ça peut être des genres de stratégies qu'on envisage pour le cœur du portefeuille. Tandis que pour les positions satellites, je pense à des positions plus thématiques, des thèmes plus spéculatifs. Par exemple, les crypto-monnaies, ça peut être l'énergie propre, le SpaceX, par exemple, ou quoi que ce soit, l'investissement vedette du moment. Écoute, tu as tellement raison, la diversification, c'est vraiment la première ligne de défense contre un événement qui pourrait arriver quand quelqu'un a seulement une action ou un secteur ou un pays ou une classe d'actifs à l'intérieur de son portefeuille. Puis je le vois beaucoup, évidemment, avec l'indice S&P 500. Il y a beaucoup d'investisseurs qui voient les rendements récents, les rendements dans les dernières années, puis qui pensent qu'il suffit d'être investi
exclusivement aux États-Unis pour être bien diversifiés. Alors qu'ils ont évidemment, là, ils sont concentrés dans un seul pays. Puis ils pourraient vraiment passer à côté d'autres occasions de rendement. Donc, acheter le gagnant d'hier, puis ton graphique l'illustre bien, c'est pas la meilleure façon de trouver le gagnant de demain. Puis une autre fréquente erreur, évidemment, en plus de la diversification, c'est souvent d'essayer de synchroniser le marché. C'est un peu lié l'un et l'autre. Hein? Je sais pas si tu peux nous expliquer un peu plus quel est le problème là-dessus, là, du côté, ce qu'on appelle le market timing, la synchronisation du marché. Ouais, absolument, Alain. Attendre le moment parfait pour investir peut amener les investisseurs à rester dans des liquidités pendant que les marchés poursuivent leur progression et manquer quelques-unes des meilleures journées du marché peut avoir un impact énorme, très important sur des rendements à long terme. Je veux donner une illustration, un exemple d'un investisseur qui a commencé avec 100 000 et qui l'a investi dans l'indice composé plafonné du S&P TSX dans l'an 2000. OK? Puis dans cet exemple-là, on regarde sur une période de 25 ans, l'incidence de manquer seulement quelques-unes des meilleures journées est énorme. Si on regarde l'impact, par exemple, d'un investisseur qui a manqué les 5 meilleurs jours de bourse durant cette période-là, ces 25 ans, incroyable. Donc, un solde à la fin de 482 000 au lieu de presque 750 000 si l'investisseur a demeuré investi le long des 25 années. Donc, ça, c'est seulement en ratant les 5 meilleurs jours. C'est incroyable. Si on regarde un investisseur qui a raté les 10 meilleurs jours de bourse, le solde à la fin des 25 ans, 362 000 versus le presque 750 000 d'un investisseur qui a gardé le cas, qui a resté investi pendant cette période-là. C'est majeur. Si on reste encore avec l'exemple, Alain, de l'indice TSX, si on regarde les données allant encore plus longtemps, jusqu'à 1960, j'ai une graphique ici à partager. On peut constater très, très clairement que les marchés haussiers ont non seulement une tendance à durer beaucoup plus longtemps que les marchés baissiers, donc c'est en moyenne 38 mois versus 9 mois, mais aussi que les gains moyens réalisés lors des marchés haussiers sont nettement plus importants que les pertes moyennes subies lors des marchés baissiers. Donc, on parle d'un gain moyen de 70 par rapport à une perte moyenne de 22 Donc, il peut être difficile sur le plan psychologique, comme on le sait, de maintenir cette exposition pendant des périodes de volatilité ou les reculs dans les marchés, mais ce sont des concepts quand même essentiels à garder l'esprit pour les investisseurs à long terme. Un bon fonds d'urgence pour rester investi dans les bons ou les mauvais moments, c'est toujours important, mais ce que tu nous dis là, par les graphiques, ce que tu nous mentionnes, c'est qu'en d'autres mots, le temps passé dans les marchés, c'est plus important que le fait de tenter de prévoir les marchés. Donc, ça, c'est une leçon importante. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus des liquidités parce que c'est vraiment étroitement lié. Quelle erreur tu observes fréquemment à cet égard-là, là, dans le fait de détenir trop de liquidités? Bien, trop de liquidités, dans le fond, Alain, il y a de nombreux investisseurs qui conservent trop de liquidités en attendant une correction boursière qui se matérialise jamais. Le coût, c'est vraiment une perte de croissance à long terme, mais aussi l'érosion du pouvoir de l'achat causée par l'inflation. Et je veux illustrer l'impact aussi d'être sous-investi par rapport à sa tolérance au risque. Alain, je me rappelle une conversation que j'ai eue avec une bonne amie il y a quelques années, alors que nous étions dans la fin de notre trentaine. Puis elle m'avait confié que l'essentiel de son argent était investi dans des CPG liés au marché, offerts à sa succursale bancaire. Pourtant que pour quelqu'un ayant encore plusieurs décennies avant lui pour investir, une solution offrant un plus grand potentiel de croissance à long terme aurait sans doute été plus appropriée. Donc, pour illustrer ça, je veux toujours illustrer avec des chiffres à quoi cela
peut-il ressembler concrètement? Je vais illustrer utilisant un exemple de 3 FNB de répartition d'actifs de BMO, supposant encore, Alain, un placement initial de 100 000 OK? On va prendre premièrement ZCON ou ZCON. C'est notre FNB de répartition d'actifs conservatrice de BMO et cela représente une allocation de 60 en obligations, 40 en actions. Et si on regarde les 5 dernières années jusqu'à la fin du mois passé, donc fin du mois de juin, cette FNB-là a affiché un rendement annualisé de 5,68 OK, donc ce qui aurait porté la valeur du placement à 131 000 et quelques, OK? Puis le deuxième FNB que je vais utiliser dans l'exemple, c'est le ZBAL ou ZBAL. C'est notre FNB d'allocation d'actifs qui est investi 60 en actions, 40 en obligations. Puis cet FNB-là a généré un rendement annualisé de 8,5 sur cette même période, OK, pour une valeur finale de 150 000. Puis, troisième FNB que j'aimerais utiliser dans l'exemple, c'est le ZGRO ou le ZGROW, qui est investi 80 en actions, 20 en obligations. Et ce produit a un rendement annualisé de 11,36 sur 5 ans, OK, portant la valeur terminale du placement à 171 000. Donc, ainsi, ce sentiment de sécurité psychologique supplémentaire procuré, par une répartition d'actifs plus conservatrice s'est traduit par un coût d'opportunité d'environ 40 000 sur 5 ans en croissance de placement, donc sur seulement 5 ans. Bien sûr, Alain, chaque investisseur doit choisir une répartition d'actifs qui correspond à sa tolérance au risque et à ses objectifs. Mais toutefois, cet exemple démontre à quel point il peut être important de retrouver un juste équilibre entre la sécurité et la croissance à long terme. Merci beaucoup de ces observations-là. C'est tellement important, le profil de risque, le profil d'investisseur. Juste d'ailleurs, à titre informatif, l'Autorité des marchés financiers, sur son site web, a un contenu éducatif vraiment intéressant qui associe évidemment l'objectif financier et l'horizon de temps. On a juste à googler AMF, profil d'investisseur. Le contenu éducatif est très, très bon. Puis dans ce que tu nous dis, ben ce qu'on voit, c'est qu'après la vente de certains titres, des échéances, tout ça, si on le demeure en liquidité, ben ça peut finir par coûter cher. Uniquement en fonction du revenu distribué, de penser que le revenu égale la qualité de placement. Parfois c'est ça, mais parfois c'est pas ça. Peux-tu développer un peu plus là-dessus? Fait que, écoute, Erika, je trouve que c'est tellement important ce que tu dis. D'ailleurs, l'AMF a sur son site web un excellent questionnaire pour déterminer le profil d'investisseur. D'ailleurs, ça m'amène à en penser à la répartition d'actifs basée sur notre profil d'investisseur. Il y a peut-être beaucoup de gens qui le négligent, évidemment. Peux-tu nous montrer, nous expliquer l'importance d'une bonne répartition d'actifs? Mais Alain, la répartition d'actifs, ça détermine le rendement à long terme de l'investisseur. Et personnellement, je trouve que beaucoup d'investisseurs consacrent souvent trop de temps à choisir leurs FNB et pas assez de temps à déterminer la bonne combinaison d'actions, d'obligations et de liquidités pour répondre à leurs besoins spécifiques. Donc, pour résumer ça, je pense qu'on a regardé des très bons exemples, puis toi, tu as mentionné une très bonne ressource aussi sur le site web de l'AMF, mais pour résumer tout ça, je pense que soit trop ou trop peu de risques par rapport aux objectifs et à l'horizon de placement, c'est une des grosses erreurs commises par les investisseurs. Écoute, tu as tellement raison sur la répartition d'actifs. Hein, on l'appelle la première ligne de défense, évidemment, par rapport au manque de diversification dans les portefeuilles. Erika, les investisseurs canadiens ont aussi tendance à surpondérer les actions canadiennes parce qu'elles leur sont familières. C'est ce qu'on appelle un concept peut-être un petit peu moins connu de la part des investisseurs, qui est le biais domestique. Peux-tu développer un petit peu là-dessus, s'il te plaît? Alain, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs canadiens qui ont la tendance à surpondérer les actions canadiennes parce que ça peut être soit parce qu'elles sont
plus familière, ou aussi parce qu'il y a l'avantage fiscal avec les dividendes canadiennes. Donc, j'en ai vu des cas, Alain, où des investisseurs sont soit 50% ou 60% de leur portefeuille total est investi dans les actions canadiennes. Ça, c'est beaucoup. Euh, Si on regarde ben, le coût de ça, par exemple, ça peut être la diversification réduite, comme on a regardé tantôt, et aussi les rendements ajustés au risque peuvent potentiellement nuire aussi. Il y a aussi l'autre extrême que je voulais mentionner. On a regardé, il y a des investisseurs qui ont la tendance d'être trop concentrés dans les marchés américains, par contre. Et un très bon exemple de ça, Alain, ça serait l'indice du MSCI World, qui représente l'indice de référence des bourses mondiales. Alain, les États-Unis représentent une très forte pondération en ce moment. Fin du mois dernier, à une pondération de 72 tandis que le Canada représente que 3,3 du MSCI World. Donc, je trouve que ça, c'est les deux extrêmes. Donc, les investisseurs qui ont soit 0 ou 3,3 en actions canadiennes, ça, je trouve que c'est peut-être trop peu pour un investisseur canadien. Puis, l'autre extrême, comme je disais, 50, 60% ou 100% investir au Canada, il faut trouver une bonne équilibre qui est quand même entre ces extrêmes. Erika, merci beaucoup aujourd'hui pour ces excellentes observations. Puis s'il y a un message à retenir, c'est que réussir avec les fonds négociés en bourse, ben ça consiste pas seulement à choisir le bon produit, t'en as parlé. Il s'agit aussi d'éviter les erreurs comportementales qui peuvent éroder les rendements au fil du temps. Puis on en a mis vraiment plusieurs en lumière aujourd'hui. Merci beaucoup, Erika. Merci beaucoup, Alain. À bientôt. À bientôt.